Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je demande votre attention, s'il vous plaît. Car aujourd'hui est votre jour de chance. Je me présente. Docteur Frédéric Ramdam pour vous servir. Je suis l'inventeur de cette potion mirifique, magique, humblement d'ailleurs appelée l'élixir du Doc Fred. Avant, la médecine, c'était surtout ça. Lui guérit la goutte, lui guérit les hémorroïdes, rend la vue à l'aveugle, l'ouïe au sourd et même la jambe à l'amputé. Élixir, décoction, tisane, sirop et autres mélanges improbables à base par exemple de clous de girofle ou de foie de lapin séché. Vous là! Oui, vous, derrière. Oui, le vieil homme fatigué là, avancez, venez. Ces poudres de perlimpinpin étaient censées guérir tous les maux. Vous allez prendre un nouveau départ. Et plus ça avait mauvais goût, plus ça devait être efficace. Grâce à l'élixir Doc Fred. Comme il n'y avait pas vraiment d'alternative, on achetait et parfois ça marchait. Vous allez voir, mesdames et messieurs, les pouvoirs incroyables et exceptionnels de cet élixir. Notre vieillard, fatigué par la vie, se met à danser tel un jeune homme fringant et pimpant en son premier bal. Parce que certaines maladies guérissent toutes seules, mais aussi parce que notre cerveau, quand il est stimulé d'une certaine manière, peut fabriquer ses propres remèdes. Depuis, la médecine a fait d'énormes progrès et a déployé tout un arsenal de médicaments pour soigner les petits bobos de tous les jours et les autres. Parfois, c'est encore plus efficace que prévu. Par exemple, lorsque l'on prend une aspirine, il faut environ une demi-heure au remède pour délivrer son principe actif dans le sang. Si on se sent déjà mieux après seulement quelques instants, ce n'est donc pas grâce au comprimé, mais grâce à notre cerveau, qui a analysé inconsciemment la prise du médicament. Grâce à cela, il a déclenché une série de processus psychologiques et physiologiques qui permettent au corps de se sentir mieux avant même que la molécule n'agisse. C'est ce que l'on appelle l'effet placebo. Et ne croyez pas que vous n'êtes pas concerné. Aucune catégorie d'âge, aucun groupe social n'y échappe. Tout le monde est susceptible de développer un effet placebo. Le cerveau exerce un contrôle permanent sur le corps et supervise le fonctionnement de tous les grands systèmes vitaux de l'organisme. Quand tout fonctionne correctement, on parle d'un état d'homéostasie. Quand on est malade, c'est que le cerveau n'arrive plus à contrôler le fonctionnement du corps de manière efficace. C'est le moment de se rendre chez le médecin. Et le cerveau a une autre fonction, celle d'intégrer les informations de son environnement. Pour cela, nos organes sensoriels lui transmettent en permanence ce qu'ils perçoivent via le système nerveux, à la vitesse de l'éclair. Quand on l'observe de plus près, on voit que le système nerveux se compose de cellules allongées, mises bout à bout, ce sont les neurones. C'est par ce réseau de neurones que passe l'influx nerveux, qui peut être comparé à un courant électrique. Quand l'influx arrive au bout d'un neurone, il provoque la libération de molécules, les neurotransmetteurs, qui vont aller activer le neurone suivant et faire ainsi continuer le processus. Quand une information arrive au cerveau, elle est intégrée et décodée, mais l'interprétation est influencée par notre contexte émotionnel. En médecine, on sait qu'il y a tout un rituel quasi religieux. Par exemple, un citoyen qui a mal au ventre, il devient un patient, ou un assuré, selon le point de vue. Il sonne dans un immeuble et il y a un personnage qui est habillé rituellement avec une blouse blanche. Il a un collier avec un curieux gris-gris argenté qu'on appelle un stéthoscope. Et puis ensuite, il y a un langage ésotérique. Comme à la messe, il y avait le latin. Eh bien, si vous avez mal à la tête, le médecin va vous dire que vous avez une céphalée. Donc on est dans un autre monde, un peu ritualisé, avec une espèce de danse rituel du médecin qui percute, ausculte, palpe, examine. C'est le seul à pouvoir toucher des lieux interdits en principe aux autres dans le corps des patients. C'est le seul à pouvoir enlever des fragments en chirurgie. C'est des droits extraordinaires qu'il a, presque tout puissant. Et puis ensuite, il y a le parchemin, l'ordonnance. Seul le président de la République ou le roi ont le droit de faire des ordonnances avec le juge et le médecin. On ordonne. On ne le paye pas, le médecin. On a des honoraires. Bref, c'est un autre monde
qui fait que ce qu'on prescrit sur ce parchemin sacré, c'est plus un comprimé tout simple, c'est plus une substance banale. Elle a été chargée de signification. Et donc, comme l'hostie est chargée du corps du Christ, on peut dire métaphoriquement que le comprimé est chargé du corps du médecin, parce que le médecin y a mis du sien, y a mis de soi. Et donc, à la maison, quand on prend un comprimé, on avale un petit bout de son médecin. Puisque tout le monde est susceptible de développer un effet placebo, il est donc indispensable d'en tenir compte dans le développement de tout nouveau médicament. Chaque nouvelle molécule doit d'ailleurs passer plusieurs phases de tests cliniques avant sa commercialisation. Alors vous avez la phase 1, qui est la phase où on teste un médicament pour la première fois chez l'être humain, ce qui permet de savoir si oui ou non cette molécule peut devenir un médicament un jour. Vous avez la phase 2, où on étudie le médicament chez un petit groupe de patients. On cherche à savoir quelles sont les doses de ce médicament qui pourront être utilisées alors dans la vraie phase de développement final du médicament, qui est la phase 3, où on essaye le médicament sur un grand nombre de patients et où vraiment il devient un médicament. Mercredi 9h30, un groupe de volontaires commence une série de tests en phase 1. Ils vont passer plusieurs jours dans un centre spécialisé. Chaque jour, ils prendront consciencieusement les doses prescrites d'un médicament antidouleur en phase de développement. Pour mesurer l'action de la nouvelle molécule, le personnel soignant contrôlera toute une série de paramètres physiologiques, comme les battements du cœur, la tension artérielle, les urines ou encore le taux de sucre dans le sang. Au cours de cette phase 1, on met aussi en place un protocole qui permet de comparer les résultats obtenus à ceux d'un placebo. C'est une procédure que l'on appelle le double aveugle. Le double aveugle, comme vous le savez, ça ne veut pas dire que vous et moi fermons nos yeux, mais que moi, un médecin qui administre le médicament, ne sait pas si ce médicament est l'actif ou le placebo, et le volontaire ou le patient qui le reçoit ne sait pas si c'est l'actif ou le placebo. Que je ne sache pas si c'est actif ou placebo, c'est très important parce que je pourrais vous influencer, vous, si vous êtes le volontaire, et vous-même, vous pourriez être influencé par le fait de savoir si vous prenez le médicament actif ou le placebo. Une seule personne sait qui donne quoi à qui. C'est la pharmacienne du centre, qui prépare les dosages de médicaments et aussi les placebos qui, eux, n'ont pas la moindre propriété thérapeutique. Pour que ça marche, le secret, c'est qu'il n'y ait aucune différence de goût et d'aspect. Pour préparer un bon placebo, c'est le principe du Canada Dry. Il faut que ça ressemble à un médicament, que ça ait le goût d'un médicament, mais que ça ne contienne pas de médicament. Selon les molécules testées, on aura un effet placebo plus ou moins prononcé. Par exemple, quand on développe un nouvel antidouleur, on peut avoir plus du tiers des patients qui vont ressentir une amélioration après absorption d'un placebo. Une des explications avancées est d'ordre psychologique et présente de grandes analogies avec ce que les psychiatres appellent le conditionnement. Pour y voir plus clair, enfonçons une porte ouverte et faisons un petit voyage dans l'espace et le temps, direction la Russie, vers la fin du 19e siècle. À Saint-Pétersbourg, le docteur Ivan Petrovitch Pavlov travaille dans son laboratoire, accompagné de son chien et de son assistant. Il a remarqué que son toutou commençait à saliver en entendant les pas de son assistant qui amenait sa gamelle. Il décide donc d'investiguer et met au point une expérience. Pendant plusieurs jours, il sert à son chien de la nourriture en prenant soin à chaque fois de faire sonner une cloche. Ensuite, il fait sonner la cloche, mais sans lui amener sa pâtée. Résultat, le chien se met quand même à saliver. Pavlov en déduit que de nombreuses réponses biologiques, comme ici la salive, peuvent être associées à un stimulus visuel ou auditif. Depuis que nous sommes nés, nous avons le même cas de figure, c'est bobo, docteur, comprimé, guérison. Donc on peut considérer que le comprimé est un signal annonciateur de guérison, quand ça marche. Et que de temps en temps, quand on remplace, comme Pavlov, le comprimé de produits actifs par un comprimé de rien, de poudre de perlimpinpin, eh bien, on aura quand même appris à l'organisme de répondre de manière positive à ce signal qui annonce la guérison.
On pourrait croire que l'effet placebo est un concept psychologique insaisissable. Mais c'est aussi une réalité physique et physiologique. On savait qu'il se cachait dans le cerveau, on a enfin réussi à le capturer. Pour cela, une équipe américaine a mis au point un mode opératoire qui utilise une technique d'imagerie du cerveau appelée le PET scan. Avant de lancer la machine, les chercheurs américains ont testé, sur un groupe de volontaires, un analgésique, un antidouleur si vous préférez. Mais comme pour tester un antidouleur, il faut bien qu'il y ait douleur, les chercheurs ont été obligés de brûler les volontaires. Enfin brûler, pas comme ça, très localement, rassurez-vous. Puis, ils leur ont tout simplement injecté l'antidouleur. Cela dit, pas à tout le monde. Certains n'ont eu droit qu'à du sérum physiologique coloré. Mais ça, ils ne le savaient pas, bien sûr. Or, grâce à l'effet placebo, ils ont quand même ressenti une atténuation de la douleur. Eh bien, grâce au PET scan, les chercheurs ont pu visualiser ce qui se passait dans le cerveau de chaque groupe. Voici l'activité du cerveau chez les sujets qui ont reçu l'antidouleur. Voici maintenant l'activité chez ceux qui développent un effet placebo. Et l'activité cérébrale des quelques patients qui n'y réagissent pas. On constate que dans les deux premiers cas, les zones activées sont très semblables. Conclusion, le cerveau est donc capable de fabriquer son propre antidouleur. On l'a vu, le système nerveux informe le cerveau sur ce qui se passe à l'extérieur du corps. Eh bien, c'est la même chose pour les sensations de douleur. Il y a toute une série de récepteurs au niveau de la peau et des muscles notamment qui détectent les traumatismes. C'est de là que partent les signaux électriques véhiculés par les nerfs. Ils passent par un relais au niveau de la moelle épinière et enfin arrivent au cerveau où l'information est décodée. Mais le corps peut atténuer la sensation de douleur. C'est ce qui se passe quand on se frotte après un choc. Les informations tactiles prennent la priorité au niveau de la moelle épinière et arrivent plus rapidement au cerveau. Du coup, le cerveau va faire passer la douleur au second plan. Par ailleurs, le cerveau peut aussi produire des substances antidouleurs proches de la morphine, les endorphines, qui peuvent se manifester régulièrement dans notre vie de tous les jours, par exemple quand on fait du sport. Si l'activité physique est de longue durée, il arrive un moment où la douleur commence à se faire sentir. Les muscles, le souffle, les poumons, tout commence à envoyer des signaux clairs, ça fait mal. Il est temps de libérer des endorphines. Il faut au moins atteindre un effort d'une intensité correspondant environ à 70% de la capacité maximale d'effort. C'est finalement ce que l'on atteint lorsque l'on fait un petit footing habituel. Dans ce cas-là, on note une libération d'endorphines aux environs de la 20e à la 30e minute. Les sportifs s'en rendent d'ailleurs parfaitement compte puisque durant les premières 15 minutes d'effort, lorsque l'on fait sa petite course, on ressent souvent un sentiment d'inconfort, des petites raideurs, des petites douleurs articulaires. Sentiment d'inconfort qui disparaît progressivement pour donner place à un sentiment de détente finalement, un sentiment de non-douleur, voire un sentiment d'euphorie qui peut même amener la personne à imaginer qu'elle va pouvoir poursuivre cet effort de façon extrêmement longue. Je disais que la quantité d'endorphine à l'effort dépendait aussi de la durée de cet effort et ça a été clairement démontré dans des études faites chez les marathoniens. En effet, on a démontré qu'après 60 minutes d'effort, on relevait un taux d'endorphine circulant qui était 7 fois supérieur au taux d'endorphine mesuré au repos. Mais revenons plus précisément à l'effet placebo. Puisque c'est un fait observé et démontré, il serait tentant de l'utiliser à des fins thérapeutiques. Mais là, il faut faire très attention. Imaginons qu'un médecin soigne son patient avec un faux médicament et qu'il le lui avoue. Je vous ai bien eu. Votre maladie, c'était du pipeau. Je vous ai donné un médicament placebo. Outre les risques, disons, physiques pour le médecin, cela pourrait engendrer des dégâts psychologiques pour le patient. Et si au contraire, le médecin garde le secret, il se retrouve face à un problème éthique. Pourtant, la placébothérapie a déjà été utilisée avec succès, notamment à Lyon.
Prenons l'exemple d'un insomniaque qui veut se sevrer parce qu'il dort pas mal et il voudrait arrêter son hypnotique, mais il a beaucoup de mal parce que ce dernier petit quart d'hypnotique, il n'arrive pas à l'arrêter. Dès qu'il ne le prend pas, il ne ferme plus l'œil. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Moi, je prescris 30 gélules vides, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Le patient va les acheter chez le pharmacien, c'est une préparation magistrale, et à ce moment-là, il va remplir ces 30 gélules avec du sucre en poudre, les 30. Et puis dans la moitié des gélules, il va mettre son quart de comprimé d'hypnotique. Le sucre en poudre, c'est pour que ça ne fasse pas gling-gling à l'intérieur. Et puis les deux tas, donc le tas avec 15 gélules qui comprennent que du sucre, placebo, 15 gélules sucre en poudre plus hypnotique, produit actif, il ne les mélange pas, il fait deux tas. Le conjoint rentre dans la danse et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend un chapeau, il met des petits bouts de papier, 15 P comme placebo, 15 H comme hypnotique. Il mélange les papiers, tous les soirs, il tire au sort. Tiens, ce soir, placebo. Il prend dans le tas placebo, sans rien dire, il met sur la table de nuit. Et il note, le 1er janvier, j'ai donné du placebo. Chaque matin, le malade évalue sa nuit. Généralement, il se dit « j'ai bien dormi, j'ai donc dû recevoir l'hypnotique ». Ou alors, au contraire, ma nuit a été horrible, j'ai certainement reçu le placebo. Après un mois de ce petit jeu, les conjoints comparent leurs listes qui, la plupart du temps, ne correspondent pas. Donc le jour où le patient a compris que parfois il dort mal, c'est à cause de la vie et de ses stress, que ce n'est pas lié aux médicaments, le jour où le patient a compris ça, c'est gagné et le sevrage se fait sans encombre. Alors, messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon, c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord? Je suis vulgaire, tant mieux. Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez? Allopathe. Pas homéopathe, allopathe. Comme on le voit dans cette fiction, la controverse pour ou contre l'homéopathie fait rage. Pour les défenseurs de la médecine classique, l'homéopathie n'a pas fait la preuve de son efficacité, en tout cas pas plus qu'un effet placebo, justement. Il voit plus que 10 personnes par jour. Il passe 1 heure avec chaque client, hein, 1 heure. L'homéopathie commence à la fin du XVIIIe siècle avec Samuel Hahnemann. Ce jeune médecin allemand, déçu par la médecine de l'époque qui ne propose que purgation et saignée, envisage une autre approche pour guérir ses semblables. Il avance la théorie que toute substance capable de provoquer les symptômes d'une maladie est aussi capable, à petite dose, de soigner. Pour éviter les dangers potentiels de ces substances a priori nocives, Hahnemann a l'idée de les diluer dans de l'eau. Ce principe de dilution est aujourd'hui encore la base même de l'homéopathie. Ces dilutions sont d'ailleurs tellement importantes que la plupart des médicaments homéopathiques ne contiennent même plus l'équivalent d'une seule molécule de substance active. Par ailleurs, Hahnemann préconise aussi de secouer le mélange. C'est le deuxième principe de l'homéopathie, qu'on appelle d'ailleurs la dynamisation. Au plus on dilue et au plus on secoue, au plus le médicament devient fort. Et c'est là que ça pose beaucoup de problèmes pour le milieu scientifique. Comme je dis souvent lors des détracteurs qui veulent absolument ne pas y croire, je dis mais comment pouvez-vous imaginer que mes confrères homéopathes et moi-même, nous passions 60 heures de consultation par semaine où nous faisons semblant de soigner le patient, semaine à travers semaine, et tous les patients font semblant aussi d'être soignés, éventuellement d'être guéris et améliorés pendant tout ce temps-là aussi, et qu'on fasse ça pendant 30-40 ans de notre vie. Laissons de côté la controverse. En matière de placebo, on a en tout cas observé que l'effet était très marqué pour les maladies psychosomatiques, comme l'asthme et certaines maladies de la peau, ou encore dans le traitement de la douleur. Si on commence à avoir une idée plus précise des mécanismes qui entrent en œuvre et qui font sans doute intervenir les endorphines, l'effet placebo reste difficile à étudier, parce qu'il varie d'une personne à l'autre. De plus, chez une même personne et pour un même traitement, 2 médecins provoqueront 2 effets placebo différents. Le phénomène se situe aux limites de la science, quelque part entre la psychologie, la physiologie et le mystère, parce qu'on ne sait toujours pas avec précision de quoi le cerveau est capable.